question où l'essence de ce qu'il essaye de nous enseigner à travers ça existe encore. Une autre chose, c'est qu'on a comme oublié, en voulant mettre tellement l'accent sur le cognitif, comme si les êtres humains étaient essentiellement des êtres basés sur leur intellect, on met énormément d'emphase, même déjà dans certains CPE, sur les apprentissages cognitifs, là où l'apprentissage se fait bien souvent par le jeu. Vous avez vu tantôt, il y avait un petit spectacle, il y a eu 1 ou 2 enfants qui ont commencé à s'exprimer par leur corps, et ça a été communicatif aux autres. Les enfants vont apprendre par mimétisme, les enfants vont apprendre par le jeu. C'est le jeu qui leur permet de pouvoir arriver à s'organiser dans le monde, à pouvoir comprendre leur place dans la société, leur place dans leur groupe de pairs. Et oui, parfois, ils vont avoir des attitudes plates, genre mordre, griffer, cracher. Parfois, quand je travaille avec des gens qui sont en CPE, ils me disent « Ah, c'est déjà gratuit. » Non, c'est pas gratuit, ça a un sens. À part si c'est une petite graine de psychopathe, l'enfant, la seule chose qu'il veut, c'est pouvoir être aimé, aimer, communiquer, partager. Donc s'il y a un comportement dérangeant qui apparaît, c'est qu'il y a une raison pour laquelle il a eu ça. Il n'a pas le goût de se faire chicaner. Il ne s'est pas levé le matin. « Oh wow, ce matin, je vais aller au CPE, puis je vais faire enrager Madame Caroline. » Cool! Non, ça arrive. Ça arrive au fur et à mesure que la journée démarre. Parfois, c'est parce qu'on crie sur l'enfant, parce qu'il ne se lève pas assez vite, parce qu'il ne s'habille pas assez vite, parce qu'il a encore fait pipi dans son lit. Il y a un paquet de petites choses qui interviennent avant même que l'enfant rentre au CPE. Et ça a un coup sur le système émotif et sur le système de l'enfant. Il nous faut 7 ans, en fait entre 5 et 7 ans, pour que la marche atteigne sa pleine maturité. Il faut 7 ans au cerveau pour que le cerveau soit capable de contrôler de manière adéquate notre membre inférieur. C'est une des choses qui nous caractérise le plus, les êtres humains. On est des êtres, des animaux qui marchons sur nos 2 pattes. Et malgré tout, il nous faut 7 ans pour que la marche puisse atteindre sa pleine maturité. Il faut 5 à 7 ans également pour que l'enfant soit capable de savoir est-ce que je suis droitier ou je suis gaucher. Il y a plein d'enfants qui sont déjà à l'école, qui ne savent même pas encore s'ils ont une prédominance droite ou une prédominance gauche. Alors c'est très intéressant parce que quand vous voyez ces enfants-là, ils vont avoir toute une série de difficultés qui vont apparaître. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rater leur vie, mais ça veut dire que leurs défis vont être plus importants. Je suis un bel exemple. Ma mère était enseignante. Elle m'a appris à écrire assez vite et très bien. J'étais tout fier. Premier trimestre de ma première année primaire, j'écrivais au stylo à plume, là où mes copains de classe écrivaient encore au crayon noir. Seul problème, c'est quand moi j'essaie de jouer au baseball, expérience faite, je vole sur mes fesses. Parce que, comme droitier, je prends la batte à droite. Puis quand je veux frapper, j'y mets tout mon cœur, je tourne sur moi et je retombe sur les 2 fesses. Pourquoi? Parce que si j'avais commencé à écrire plus tard, j'aurais probablement été gaucher. Alors je suis bien content d'être droitier. Parce que le monde dans lequel on vit est fait pour les droitiers. Si on était japonais ou chinois, il n'y aurait pas de problème qu'on soit gaucher ou droitier. On écrit de haut en bas et c'est fini. Mais dans notre culture occidentale, l'écrire à droite, c'est très important. C'est très facile. Le gaucher, il est obligé d'avoir une main complètement tordue pour pouvoir arriver à écrire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à mon âge, quand je dois donner ma gauche ou ma droite, je suis encore complètement perdu. Si je ne fais pas attention à ma main, d'accord, je ne me centre pas sur ma main, eh bien, à ce moment-là, ma gauche est là et ma droite est là. Parce que tout mon corps est gaucher. Ça veut dire que j'ai plus de facilité à faire un revers en tennis que de faire un coup droit. Un coup droit, généralement, je la mets hors du terrain. Et donc, il y a toute une série de difficultés qui vont apparaître. Et il y a plein d'enfants qui, aujourd'hui, se retrouvent avec des problématiques de dysorthographie, de dyslexie, simplement parce qu'on leur a mis une paire de ciseaux ou un crayon, parfois un peu trop rapidement. Et c'est certain que par mimétisme, des enfants comme moi vont peut-être utiliser le côté adroit.
mais en même temps, ça va peut-être induire toute une série de problèmes qui vont se répercuter dans les premières années d'école primaire, sans qu'il y ait nécessairement un déficit d'ordre neurologique ou génétique. Donc, quand on prend le temps de regarder comment le cerveau peut atteindre ses pleines maturités, parce que j'ai bien dit les pleines maturités, parce qu'il y a plein de fonctions différentes qui vont intervenir au fur et à mesure de la vie scolaire, de la vie civique, de la vie familiale, et ainsi de suite. Et parlant de maturité, savez-vous à quel âge le cerveau atteint sa maturité affective? Entre 40 et 45 ans. La partie la plus humaine de notre cerveau, qui est située juste derrière notre front, elle va augmenter son épaisseur jusqu'à 40 à 45 ans. Ça veut dire quoi? On ne crée pas des nouvelles cellules. C'est juste la manière dont le cerveau s'organise, se réorganise et se réorganise de manière à être capable de pouvoir arriver à fonctionner dans notre société. Et si vous voulez savoir à quoi sert le fameux préfrontal, regardez certains mononcles ou certaines matantes le jour de Noël quand ils prennent un peu trop d'alcool. Bon, ça peut arriver aussi à vos amis, d'accord, occasionnellement. Certains de vos élèves aussi l'expérimentent de manière assez habile sur une base récurrente pendant leurs études. Mais les attitudes que nous avons bien souvent à cause d'un excès d'alcool, c'est parce que l'alcool va débrancher le préfrontal, puis on va user de la partie la plus émotionnelle de notre cerveau. Donc, s'il nous faut 40 à 45 ans pour atteindre notre pleine maturité, imaginez comment les enfants ne sont peut-être pas encore préparés à rentrer au CPE, à rentrer à l'école, à rentrer au secondaire, éventuellement même à rentrer à l'université. Parfois, on s'attend d'eux toute une série de comportements que leur cerveau ne leur permet pas encore de faire. Un autre exemple que j'aime beaucoup, les Grecs anciens avaient deux mots pour parler du temps. Il y a kéros et chronos. Alors vous connaissez, moi aussi, chronos. D'accord? Il est 11h, il est 11h30, dans une heure, on doit être à tel endroit. Mais le problème, c'est que le petit bonhomme de 7, 8, 9 ans, il ne sait pas c'est quoi le temps chronoque. Lui, attendre 5 minutes maman devant la porte, c'est bien plus long que de regarder pendant 25 minutes toc toc toc. Parce que lui est encore dans un temps qui est organisé par son hémisphère droit, qui est l'hémisphère affectif, c'est kéros. Et kéros, c'est le temps affectif. Alors que chronos, c'est le temps effectif. Et ça ne commence à devenir vraiment assez mature pour soutenir l'enfant que vers 11 ans. Étonnez-vous pas qu'il panique dans une situation de transition. Il n'arrive pas à pouvoir organiser le temps comme vous et moi, on est capable de le faire aujourd'hui. Parfois, les enfants ont la difficulté à suivre 7, 8, 9 consignes qu'on leur donne quand ils sont à l'école primaire. Et on va dire, hey, ils ne savent pas s'organiser. Mais oui, c'est parce qu'ils ont de la misère, même à suivre parfois une liste de choses à faire. Des pictogrammes, ça peut aider, mais quand il y a trop de choses à faire, mais c'est la même chose que nous. Quand nous, on a fait notre comptabilité pour rendre le matériel nécessaire à notre comptable, c'est pas marrant, on n'a pas le goût de le faire. Parce qu'il y a plein de petits papiers auxquels il faut penser pour pouvoir avoir toutes les exonérations nécessaires pour payer un peu moins d'impôts. Et bien souvent, on oublie, preuve en est, la plupart du temps, on va voir notre comptable la veille ou l'avant-veille du jour où on est censé envoyer notre déclaration d'impôt. Parce qu'on va avoir des résistances à nous organiser et à faire les choses. Parce que quand on s'agit d'utiliser notre argent ou d'utiliser, de payer nos impôts à notre cher gouvernement, mais c'est certain qu'il y a une résistance, il y a de l'affectif qui est là-dedans. Vous me suivez? OK. Alors, nous avons deux besoins fondamentaux. Le premier besoin, c'est le besoin de lien, le besoin de contact avec l'autre. Pour les mamans qui ont accouché de manière naturelle et sans épidurale, bien souvent on dépose bébé sur le ventre de maman et bébé va ramper, il le sait d'instinct, vers le sein de maman et prendre sa première tétée. C'est le premier contact mère-enfant hors ventre de maman qui permet à l'enfant, qui guide l'enfant vers quelque chose de réconfortant, d'apaisant. Il faut se dire aussi que le fait de sucer, par exemple, la petite sucette, ou le biberon, ou le sein de maman, ça va avoir un effet très positif pour l'enfant parce qu'il y a plein de récepteurs sensoriels autour de la bouche et ça amène quelque chose dont je vous reparlerai tantôt.
Donc ce contact-là, contact avec maman, le lien est très important. Puis j'imagine que vous avez vécu la période où l'enfant a 3 ans, 3 ans et demi. Il est donc capable de renverser son lait à côté de son bol de céréales. C'est la période où l'enfant va vouloir affirmer son autonomie. C'est la période où l'enfant va vouloir commencer à devenir une personne à part entière. Il commence à découvrir qu'il a un petit peu de pouvoir sur son environnement. D'ailleurs, elle sert à ça, la fameuse crise du non. Tu sais, l'enfant qui fait du bacon dans le magasin, c'est certain que c'est pas marrant pour maman. Et ça n'est certainement pas marrant pour vos étudiantes quand elles se retrouvent dans une garderie et qu'il y en a un ou l'autre qui font la crise du bacon. Pourtant, il y a une manière très simple de régler ça. Faites pareil. Mais non, gardez-vous une petite gêne quand même. Vous n'êtes pas obligé de vous jeter à terre et de trépigner, mais c'est certain que au moment où l'enfant se jette à terre pour pleurnicher, si vous vous mettez dans un coin, ben moi aussi je me mets, je tape un petit peu du pied, puis je commence à bouter, et je vais dans mon coin, puis je pas juste. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? L'enfant, premièrement, il va se sentir reconnu. Il va se sentir exister dans votre regard. Donc le lien va être renforcé. Puis en même temps, comme c'est vous qui êtes en train de bouder à ce moment-là, ben son besoin de faire quelque chose de différent, de se séparer, de montrer son autonomie, va faire en sorte qu'il va venir se jeter dans vos bras. Et on règle les crises de temps en temps de cette manière-là, aussi simplement. C'est certain que si vous choisissez de vous fâcher sur l'enfant, ben, l'enfant il aura compris qu'il a un peu de pouvoir sur son environnement. Et c'est correct qu'il en ait un peu de pouvoir sur son environnement parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on le trimballe dans tous les sens. On change la couche, on lui donne à manger au moment où on est disponible, et ainsi de suite. On le couche quand ça nous convient. Donc, l'enfant commence à découvrir des choses. Et c'est une période, en fait, vers 2 ans, où l'enfant, il va venir voir maman. Ok, maman, elle est là. Ok, je la vois. Il va aller jouer avec ses jeux, puis il va revenir voir si maman, elle est toujours là. Puis il va repartir. Oh, je dis maman, mais ça pourrait être une éducatrice. Et on va voir ce mouvement-là, continuel, jusqu'à ce que l'enfant construise à l'intérieur de lui une certaine sécurité. Ok, je peux être en lien et je peux me séparer. Le seul problème, c'est que, quand le bébé pleure parce qu'il a faim, lui, il ne comprend pas encore qu'il a faim. Il a juste mal. Il a juste mal et son mal le fait pleurer. Puis maman, elle n'est peut-être pas nécessairement disponible, ou l'éducatrice n'est peut-être pas nécessairement disponible au moment où l'enfant le souhaite. Donc ce délai-là, qui est nécessaire, parce qu'il faut apprendre des délais, crée à l'intérieur de l'enfant quelque chose de désagréable, qui l'insécurise. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là pour me sécuriser? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là pour répondre à mon besoin? Ici, j'intellectualise ce que l'enfant peut le dire, mais lui, il vit quelque chose. Il vit quelque chose de désagréable. C'est physique ce qu'il vit à ce moment-là. La même chose si l'enfant est en train de vouloir explorer la cuisine et que maman est en train de cuire de la soupe, c'est certain qu'une petite main sur une taque électrique, c'est pas une bonne idée. Donc maman va lui demander d'arrêter, de revenir. Mais lui, il est dans tout son besoin d'explorer la vie, d'explorer le monde. Il ne comprend pas nécessairement, si c'est pas encore brûlé, que ça va faire mal s'il met sa main sur la plaque électrique. Donc à ce moment-là, il va se sentir tout mal. Je ne peux pas faire cette découverte du monde dont j'ai tellement besoin pour grandir. Et donc, bien souvent, on va jouer entre ces deux besoins. Et j'imagine que vous vivez encore des situations comme ça aujourd'hui. Il y a des moments où vous avez le goût d'être collé contre votre chum ou contre votre blonde. S'il répond bien ou elle répond bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais si votre partenaire, dans ce moment-là, lui, il a besoin de faire autre chose, vous allez devoir dealer avec l'absence de l'autre ou la non-disponibilité de l'autre. Par contre, si vous êtes dans vos affaires et que vos enfants vous courent après, si vous n'êtes pas disponible, vous allez vivre cet inconfort-là qui remonte, en fait, qui va raviver une blessure d'envahissement, ou quand on n'a pas le lien comme on le souhaiterait, on va revivre bien souvent une blessure d'abandon. Donc, l'enfant va devoir apprendre à dealer avec ces sensations-là. À quel moment je me sens bien dans le lien et à quel moment le lien devient insécurisant pour moi.
À quel moment je me sens bien dans mon autonomie et à quel moment je ne me sens pas autorisé d'explorer la vie et je vais vivre à ce moment-là de l'envahissement. Et ce va-et-vient continu, il est peut-être pire encore à l'adolescence. D'ailleurs, si vous avez des ados à la maison, vous devez le vivre de manière régulière. Donc, si on poursuit, qu'est-ce qui se passe chez l'enfant quand il vit ça? Vous aimez les films d'horreur? J'ai mon beau Freddy là et j'ai les films d'Hitchcock. Est-ce que vous aimez ça, les films d'horreur? Non? Pourquoi non? Vous avez peur? Ben, c'est pas possible, vous savez quand même bien intellectuellement que c'est juste un film. Mais oui, mais c'est du trucage. Vous savez, malgré tout, vous avez peur. Ça a l'air vrai. Mais oui, mais quand même, à votre âge, vous devriez le savoir que c'est juste un film. Et que même si on voit du sang qui gicle tout partout, c'est juste un trucage. C'est un petit peu de couleur rouge. Même si quelqu'un se coupait en deux la tronçonneuse, il n'y a pas de danger. Écoutez, les films d'horreur, c'est la meilleure manière pour nous, les adultes, de comprendre comment l'enfant vit la plupart des émotions. C'est qu'il peut intellectuellement savoir qu'il est en sécurité au CPE ou dans sa famille. Ça reste que lui, s'il vit une expérience qui est insécurisante, il est dans un film d'horreur. Il n'a pas la capacité de pouvoir se détacher de ce qu'il vit pour être capable de l'analyser de manière adéquate. Et pourquoi les films d'horreur, ça marche tellement bien? Parce que, en fait, ils sont presque tous construits sur le même scénario. Un papa, une maman, un petit gars, une petite fille et le voisin qui se fait croquer. Ça ramène notre angoisse de dévoration. Ou il y a quelqu'un qui disparaît. La plupart des films de policiers, c'est quelqu'un qui disparaît. L'angoisse de disparition. Donc, il y a des angoisses que nous avons de l'époque où on était en danger bien plus qu'aujourd'hui. Saint-Nicolas, Santa Claus, Père Noël, c'est le patron des enfants. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé des enfants d'un méchant boucher qui capturait des enfants pendant l'été et s'en servait comme viande s'il en manquait pendant l'hiver. Que cette histoire soit vraie ou pas, c'est pas important. L'important, c'est que le saint patron des enfants, c'est un évêque qui protégeait les enfants d'être dévorés. Combien d'histoires qu'on raconte aux enfants ne parlent pas d'angoisse de dévoration? Pinocchio, qui se fait avaler par la baleine, le chaperon rouge, et Hansel et Gretel. Donc l'angoisse de dévoration est vraiment quelque chose qui nous fait réagir, c'est instinctif. Au même titre que la souris n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'un chat c'est dangereux. Il y a des mémoires collectives que nous avons. Et la plupart des angoisses qui vont être éveillées par les films d'horreur, ce sont nos angoisses qui étaient déjà présentes quand on était des enfants. Et parfois, l'enfant, s'il est dans un groupe, il a peut-être peur de disparaître. Il a peut-être peur de ne pas être aimé. Il a peut-être peur de ceci, il a peut-être peur de cela. On ne le sait pas et on ne le saura pas tant qu'on ne prendra pas le temps de lui poser la question et de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il vit. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses sur lesquelles vos éducatrices peuvent travailler pour arriver à créer un environnement de travail adéquat, c'est l'ambiance de leur groupe. C'est la même chose pour vous quand vous rentrez le soir. Si vous rentrez le soir à la maison en claquant la porte parce que vous avez une journée qui a été pénible, je vous promets que les personnes qui vivent avec vous risquent d'être un peu plus nerveuses et un peu plus anxieuses de par votre attitude. Ça arrive, ça fait partie de la vie. Mais en même temps, plus on prend conscience de l'ambiance dans laquelle on travaille, plus on prend conscience de l'ambiance de notre famille ou du groupe d'enfants ou d'élèves ou d'étudiants à qui on enseigne, et plus on peut avoir un outil d'intervention adéquat. Un contre-exemple, La vie est belle. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Le papa, emprisonné pendant 3 ans avec son enfant, et pendant 3 ans, il fait croire à son fils qu'il est dans un camp de vacances. Et pendant 3 ans, il fait croire à son fils qu'ils sont en train de jouer, qu'il n'y a pas de danger. Et l'enfant va passer à travers toute son histoire d'internement comme s'il était dans un camp de vacances, sécurisé par papa.
Même quand papa va se faire tuer par les Allemands, il trouve encore le moyen de trouver l'énergie pour faire comme si c'était un jeu, de manière à ce que son enfant ne se rende pas compte de ce qu'il est en train de vivre. L'ambiance est vraiment un des premiers outils sur lesquels on peut travailler. Pourquoi est-ce que l'ambiance est si importante? Pourquoi est-ce que le stress est si important? Qu'on ne s'y méprenne pas. Le stress fait partie de la vie et on en a besoin. C'est un peu comme la vitesse à vélo. Essayez donc de faire du vélo et de tenir en équilibre sur votre vélo sans vous déplacer. C'est impossible. Et dès que vous vous donnez un petit élan, que vous avez un peu de vitesse, oups, là ça marche. Pourtant, c'est les mêmes petits boyaux sur lesquels vous êtes en équilibre. On n'a pas changé la surface d'équilibre, mais la vitesse fait en sorte que vous êtes capable de rester en équilibre sur le vélo. Si vous allez malheureusement un peu trop vite, danger au tournant. Donc, l'art de faire du vélo, c'est de pouvoir trouver la bonne vitesse à laquelle on est capable d'être en équilibre et de se déplacer. C'est la même chose avec le stress. Le stress fait partie de la vie. Si on n'était pas stressé, on traverserait les routes sans regarder à gauche ou à droite. On ne ferait pas attention. On serait dans la lune, on serait ailleurs ou quelque chose, mais on ne ferait pas attention à toute une série d'éléments qui font partie de la vie et qui nous amènent à peut-être éventuellement être en danger. Donc le stress fait partie de la vie. Mais trop de stress devient compliqué. Et quelque chose qui est intéressant, c'est de regarder cette expérience-là qui a été faite par une équipe de chercheurs américains. Ils ont observé des souris qu'ils ont laissées auprès de leur mère ou qu'ils les ont enlevées de la proximité de leur maman. La seule chose qui différencie, c'est être ou ne pas être avec leur mère. Tous les autres besoins sont exactement identiques, c'est hyper contrôlé. Au bout de quelques semaines, ils sacrifient les souris, ils regardent qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, et les points rouges que vous voyez, ce sont tous, si je suis capable de pouvoir mettre, voilà, tous les petits points bleus que vous avez ici, d'accord, ce sont des cellules nerveuses de la partie singulaire du cerveau. Et ce que cette équipe-là a fait, voilà, c'est qu'ils ont été capables d'identifier les zones où on avait eu de la mortalité cellulaire. Et c'est ça qui est assez particulier. C'est que des souris qui grandissent sans leur mère, vous voyez que le taux de mortalité cellulaire est beaucoup plus élevé. Donc quand il y a trop de stress, et que le petit mammifère que nous sommes quand on est un enfant est confronté à ce stress-là, le taux de mortalité cellulaire dans le cerveau est beaucoup trop important. D'où l'importance de répondre de manière la plus cohérente et de s'adapter à cette situation de stress qui peut éventuellement être nocive pour notre cerveau. Donc, quand on regarde justement les réactivités, je reviendrai plusieurs fois sur le schéma de Ledoux, vous voyez ici, vous avez un stimulus qui arrive dans la partie émotionnelle du cerveau qui est ici, d'accord, et qui va envoyer une réponse émotionnelle de protection. Ça, c'est une voie neurologique qui est très très présente dès la naissance de l'enfant, de manière à s'arranger pour essayer de vivre le moins possible de situations trop stressantes. Vous avez une autre voie qui passe, elle, par le néocortex, donc la partie la plus avancée de notre cerveau, dont le fameux cortex sensoriel. Tantôt, vous vous souvenez, je vous disais que le fait de téter maman, de téter un biberon ou d'avoir une suce et de sucer la suce, on a plein de récepteurs sensoriels autour de la bouche. Et donc, en fait, le fait de téter, c'est une des manières de calmer nos amygdales, dont je vais vous reparler juste après, qui est une petite structure qui est très importante pour le développement et la survie de l'être humain. Sans amygdales, on ne serait plus en vie. Le seul problème, c'est que parfois, les amygdales vont agir d'une manière qui est bien embêtante. Alors, on peut regarder, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de stress. Quand il y a trop de stress, même quand le bébé est dans le ventre de maman, il peut y avoir des difficultés. Un exemple, vous vous souvenez de la crise du verglas pour ceux qui étaient dans le coin de Montréal il y a une quinzaine d'années? Quelques jours sans électricité, maximum 2 ou 3 semaines. Bien souvent, il y a une relocalisation dans la famille. Il y a une équipe à l'hôpital Douglas qui a suivi la cohorte d'enfants qui étaient dans le ventre de maman pendant cette période-là. On s'entend que c'est embêtant, mais c'était loin d'être traumatisant. Pourtant, tous ces enfants-là, eh bien, ils ont beaucoup plus de difficultés pour apprendre à l'école. Et on voit en fait que les enfants qui étaient présents dans le ventre de leur maman entre le 6e et le 9e mois sont beaucoup plus à risque que ceux qui étaient déjà nés ou ceux qui étaient en 6 mois de gestation et moins.
Donc, si les papas ont une job à faire pendant que maman est enceinte, c'est prendre soin de leur conjointe. Et même si elle veut un toast avec du beurre de peanut, des concombres ou n'importe quoi dessus, on la lui donne. L'objectif, c'est de vivre le moins de stress possible. Et ça peut être bien utile pour les papas parce que, j'en ai été un, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? La grossesse de notre blonde, ça reste quand même quelque chose de très théorique. Oui, on voit le ventre gonfler. Parfois, on a l'occasion de mettre la main sur le ventre et de sentir le petit pied. Mais bien souvent, pour nous, c'est difficile. Et pour beaucoup de papas, c'est difficile de s'impliquer avant, mettons, 3 ou 4 ans, quand l'enfant commence à interagir avec l'enfant. Donc, si le papa peut comprendre qu'une de ses fonctions les plus essentielles, c'est sécuriser sa petite famille, sécuriser sa conjointe et les enfants, ça va déjà lui donner la possibilité de pouvoir comprendre comment il peut intervenir dans sa famille. Une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en Israël où ils ont des guerres sur une base régulière, mais souvent des petites guerres de quelques jours à quelques semaines. Et il y a une équipe qui a observé le taux de schizophrénie dans la population. Et là, de nouveau, on se rend compte que les enfants qui sont dans la phase de gestation entre le 6e et le 9e mois, pendant des périodes de guerre, le taux de schizophrénie est beaucoup plus élevé, d'accord, que chez les autres enfants, ceux qui sont nés ou ceux qui ont 6 mois et moins de gestation. Il y a un médecin qui a réussi aussi à filmer des enfants, des fœtus, pendant qu'on fait des amniosynthèses. Et on voit l'enfant qui se déplace et qui pousse, en fait, qui tente de pousser l'aiguille qui rentrait dans le placenta. Donc l'enfant est conscient de ce qui se passe. Vous avez parfois des enfants qui ont grandi dans le ventre de leur maman avec un bébé qui, lui, n'est pas arrivé à terme. Et il y a des expériences qui ont montré, en fait, ça avait été montré entre autres par la télésérie documentaire « Le bébé est une personne ». Il y a des enfants qui se souviennent des stress vécus dans la période de gestation. Puis nous, on ne peut pas comprendre pourquoi l'enfant, il dessine éventuellement un couteau dans le ventre de maman. Et c'est vraiment par une interrogation, par des questions fermées, bien souvent, qui se répondent par oui ou par non, qu'à un moment donné, on va être capable de pouvoir aider l'enfant à mettre un mot ou à nommer qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui, parce qu'il ne le saura pas à l'âge qu'il a. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de preuves que la violence sexuelle, physique et psychologique a un impact sur le développement du cerveau. Il y a une étude, ou des études plutôt, qui ont été faites à McGill, qui voient en fait que le degré de stress vécu par les jeunes enfants va même jusqu'à attaquer l'ADN. Parce que le stress et les boucles de stress qui sont déclenchées par des situations qui sont extrêmement anxiogènes, en fait, c'est comme un peu de la rouille. La rouille sur votre voiture, c'est le même principe, même si ce n'est pas la même réaction chimique. D'accord? C'est une oxydation. Et vous voyez en fait que cette oxydation qui a lieu à l'intérieur du corps va faire en sorte que l'ADN peut être attaqué par cette acidification du corps. Donc le stress ou un excès de stress va avoir une influence sur le système hormonal, sur le système immunitaire et va modifier la manière dont le cerveau va évoluer. Un exemple que j'aime beaucoup prendre. Un ado que j'accompagne depuis quelques semaines à ce moment-là. On est mercredi après-midi. Je reçois un coup de téléphone de sa maman sur le répondeur parce que j'étais déjà en clinique. Et la maman m'avertit que son fils a été sanctionné à l'école parce qu'il a été agressif envers un professeur. Puis, moi je l'accueille, c'est un jeune que je connais, qui est hyper doux. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai pas le temps de parler avec la maman parce que je prends le message entre deux rencontres et le jeune est déjà en train de m'attendre dans la salle d'attente. Donc, je vais chercher mon jeune qui a 15 ans et je vais lui demander, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu un coup de téléphone de ta maman, ça ne s'est pas bien passé à l'école ce matin. Ah ben oui, écoute, t'as pas idée, ben écoute, ça s'est vraiment pas bien passé parce qu'en fait, quand j'étais à l'école, eh bien, je me suis fâché sur ma balance. Tu t'es fâché sur ta balance? Ben oui, écoute, c'était mon cours de sciences, puis ça n'avait pas l'allure ce cours-là, puis j'étais tout seul, puis... Ah, ok, tu étais tout seul. Pourquoi? Ben, parce que j'étais tout seul, parce que la prof ne voulait pas que je puisse travailler avec un collègue aujourd'hui. Ok, puis qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, j'étais tellement frustré que je lui ai lancé mon cahier. Ok, comment tu as lancé ton cahier? Ben, je suis passé à côté d'elle, et plutôt de le déposer, j'ai fait ça. Ah, ok, comportement agressif. Bon, repartons à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentré dans la classe? Ben, écoute, quand je suis rentré dans la classe, ben, la prof, elle m'a crié dessus. Mais pourquoi? Mais tu sais, Joël, moi, j'aime pas ça, cours de sciences.
Moi, ce que j'aime, c'est la philosophie. Alors, avec mon copain Vincent, eh bien, ce qu'on s'arrange toujours pour pouvoir lire les mêmes livres ensemble. Et pendant qu'on fait notre laboratoire et qu'on mélange le produit pour pouvoir faire nos expériences, on parle du livre qu'on a lu ou qu'on est en train de lire. Et comme ça, ben, le temps il passe, puis on fait notre laboratoire sans problème. Je dis ok, ouais. Et puis, ben écoute, la prof, ça l'embête qu'on parle de philosophie dans son cours. Elle n'aime pas ça. Donc elle m'a crié dessus. Maintenant, Vincent il est avec une autre fille, puis moi je suis tout seul. Je n'ai plus le droit d'être avec lui. Ah, ok. Et puis, ben écoute, tu sais, les balances, c'est pas très fiable. Vous avez un bon souvenir, j'imagine, de vos expérimentations secondaires. Puis si vous mettez un peu trop ou un peu trop peu de produits, probablement que l'expérience va être difficile à réaliser et qu'à partir de ça, votre laboratoire risque de ne pas être concluant. Donc le stress qui monte fait en sorte qu'il se fâche sur la balance. C'est juste fâché sur la balance. Mais le professeur l'a encore pris personnel. Donc elle se fâche sur lui. Et lui, il garde tout ça, toute cette colère, toute cette frustration à l'intérieur. Et au moment de remettre son cahier, plutôt de le déposer de manière adéquate sur la table, ben, il le lance à une 50aine de centimètres de l'endroit où il était. On continue. Donc, l'enfant, le jeune, l'adolescent, est en train de se rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là que je lui montre, je l'aide à comprendre, justement, que, à la base, il arrive, quand le professeur crie sur lui, mais c'est certain que ça le met en rétraction. C'est certain qu'à ce moment-là, il se sent envahi. En plus, il est aussi dans une blessure où il n'a plus de lien avec son copain qui lui permet de gérer le stress et l'ennui pendant le laboratoire. Donc il accumule, il accumule, il accumule. Et quand le stress est trop important, mais c'est certain que ça en arrive en fait à plein de situations où il est plus capable et il va réagir de manière malhabile. Et ça fait partie de la vie de la plupart de nos enfants. Dès le CPE, même peut-être avant, quand ils sont encore chez maman, et de toute façon, ça va arriver avec maman et avec papa, l'enfant va vivre toute une série de situations qui vont augmenter son degré de stress. Et en augmentant son degré de stress, il y a un moment donné où les comportements réactifs vont devoir être déclenchés. Et c'est nécessaire pour la survie de l'enfant. Et les fameuses amygdales dont je parlais tantôt, la voici, d'accord? Ces deux petites structures qui se situent là par rapport à votre cerveau, vous voyez là leur taille, et en fait, la plupart de nos comportements réactifs vont être déclenchés par les amygdales. Si on ne les avait pas, on ferait attention, comme je disais tout à l'heure, à la manière dont on traverse. On traverserait sans regarder. On ne ferait pas attention quand on manipule des couteaux. On ne ferait pas attention à nos enfants pour vérifier où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ne vont pas, pour qu'ils soient en sécurité le plus possible.